Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, œuvre complète de Guy de Maupassant, volume 06. Auteur, Guy de Maupassant. Chapitre 1, La Bécasse. Le vieux baron des Ravaux avait été pendant 40 ans le roi des chasseurs de sa province. Mais depuis 5 à 6 années, une paralysie des jambes le clouait à son fauteuil, et il ne pouvait plus que tirer des pigeons de la fenêtre de son salon, ou du haut de son grand perron. Le reste du temps, il lisait. C'était un homme de commerce aimable chez qui était resté beaucoup de l'esprit lettré du dernier siècle. Il adorait les contes, les petits contes polissons, et aussi les histoires vraies arrivées dans son entourage. Dès qu'un ami entrait chez lui, il demandait « Eh bien, quoi de nouveau ?» Et il savait interroger, à la façon d'un juge d'instruction. Par les jours de soleil, il faisait rouler devant la porte son large fauteuil pareil à un lit. Un domestique, derrière son dos, tenait les fusils, les chargeait et les passait à son maître. Un autre valet, caché dans un massif, lâchait un pigeon de temps en temps à des intervalles irréguliers, pour que le baron ne fût pas prévenu et demeurât en éveil. Et du matin au soir, il tirait les oiseaux rapides, se désolant quand il s'était laissé surprendre, et riant aux larmes quand la bête tombait d'aplomb ou faisait quelque culbute inattendue et drôle. Il se tournait alors vers le garçon qui chargeait les armes, et il demandait en suffoquant de gaieté. « Y est-il, celui-là, Joseph ? As-tu vu comme il est descendu ?» Et Joseph répondait invariablement. « Oh ! Monsieur le baron ne les manque pas. » À l'automne, au moment des chasses, il invitait comme à l'ancien temps ses amis, et il aimait entendre au loin les détonations. Il les comptait, heureux quand elles se précipitaient. Et le soir, il exigeait de chacun le récit fidèle de sa journée. Et on restait 3 heures à table, en racontant des coups de fusil. C'étaient d'étranges et invraisemblables aventures, où se complaisait l'humeur hâbleuse des chasseurs. Quelques-unes avaient fait date, et revenaient régulièrement. L'histoire d'un lapin que le petit vicomte de Bourril avait manqué dans son vestibule, les faisait se tordre chaque année de la même façon. Toutes les 5 minutes, un nouvel orateur prononçait « J'entends bir, bir, et une compagnie magnifique me part à 10 pas. J'ajuste, pif, paf, j'en vois tomber une pluie, une vraie pluie. Il y en avait 7. » Et tous, étonnés mais réciproquement crédules, s'extasiaient. Mais il existait dans la maison une vieille coutume, appelée le conte de la Bécasse. Au moment du passage de cette reine des gibiers, la même cérémonie recommençait à chaque dîner. Comme ils adoraient l'incomparable oiseau, on en mangeait tous les soirs un par convive, mais on avait soin de laisser dans un plat toutes les têtes. Alors le baron, officiant comme un évêque, se faisait apporter sur une assiette un peu de graisse, oignait avec soin les têtes précieuses en les tenant par le bout de la mince aiguille qui leur sert de bec. Une chandelle allumée était posée près de lui, et tout le monde se taisait, dans l'anxiété de l'attente. Puis il saisissait un des crânes ainsi préparés, le fixait sur une épingle, piquait l'épingle sur un bouchon, maintenait le tout en équilibre au moyen de petits bâtons croisés comme des balanciers, et plantait délicatement cet appareil sur un goulot de bouteille en manière de tourniquet. Tous les convives comptaient ensemble, d'une voix forte. 1, 2, 3. Et le baron, d'un coup de doigt, faisait vivement pivoter ce joujou. Celui des invités que désignait, en s'arrêtant, le long bec pointu devenait maître de toutes les têtes, régal exquis qui faisait loucher ses voisins. Il les prenait une à une, et les faisait griller sur la chandelle. La graisse crépitait, la peau rissolée fumait, et l'élu du hasard croquait le crâne suiffé en le tenant par le nez et en poussant des exclamations de plaisir. Et chaque fois les dîneurs, levant leur verre, buvaient à sa santé. Puis, quand il avait achevé le dernier, il devait, sur l'ordre du baron, conter une histoire pour indemniser les déshérités. Voici quelques-uns de ces récits. La Bécasse apparut, faisant un tout avec la folle, dans le Gaulois du mardi 5 décembre 1882. Fin du chapitre 1.
Chapitre 2, ce cochon de Morin. 1. Ah monsieur Oudinot. Ça mon ami, dis-je à la barbe, tu viens encore de prononcer ces 4 mots, ce cochon de Morin. Pourquoi, diable, n'ai-je jamais entendu parler de Morin sans qu'on le traitât de cochon? La barbe, aujourd'hui députée, me regarda avec des yeux de chat-huant. Comment? Tu ne sais pas l'histoire de Morin, et tu es de La Rochelle? J'avouai que je ne savais pas l'histoire de Morin. Alors la barbe se frotta les mains, et commença son récit. Tu as connu Morin, n'est-ce pas? Et tu te rappelles son grand magasin de mercerie sur le quai de La Rochelle? Oui, parfaitement. Eh bien, sache qu'en 1862 ou 63 Morin alla passer 15 jours à Paris, pour son plaisir, ou ses plaisirs, mais sous prétexte de renouveler ses approvisionnements. Tu sais ce que sont pour un commerçant de province, 15 jours de Paris. Cela vous met le feu dans le sang. Tous les soirs des spectacles, des frôlements de femmes, une continuelle excitation d'esprit. On devient fou. On ne voit plus que danseuses en maillot, actrices décolletées, jambes rondes, épaules grasses, tout cela presque à portée de la main sans qu'on ose ou qu'on puisse y toucher. C'est à peine si on goûte, une fois ou deux, à quelques mets inférieurs. Et l'on s'en va, le cœur encore tout secoué, l'âme émoustillée, avec une espèce de démangeaison de baisers qui vous chatouille les lèvres. Morin se trouvait dans cet état, quand il prit son billet pour La Rochelle par l'express de 8h40 du soir. Et il se promenait plein de regrets et de troubles dans la grande salle commune du chemin de fer d'Orléans, quand il s'arrêta net devant une jeune femme qui embrassait une vieille dame. Elle avait relevé sa voilette, et Morin, ravi, murmura « Bigre la belle personne ». Quand elle eut fait ses adieux à la vieille, elle entra dans la salle d'attente, et Morin la suivit, puis elle passa sur le quai, et Morin la suivit encore, puis elle monta dans un wagon vide, et Morin la suivit toujours. Il y avait peu de voyageurs pour l'express. La locomotive siffla, le train partit. Ils étaient seuls. Morin la dévorait des yeux. Elle semblait avoir 19 à 20 ans, elle était blonde, grande, d'allure hardie. Elle roula autour de ses jambes une couverture de voyage, et s'étendit sur les banquettes pour dormir. Morin se demandait, qui est-ce? Et 1000 suppositions, 1000 projets lui traversaient l'esprit. Il se disait, on raconte tant d'aventures de chemin de fer. C'en est une peut-être qui se présente pour moi. Qui sait? Une bonne fortune est si vite arrivée. Il me suffirait peut-être d'être audacieux. N'est-ce pas Danton qui disait, de l'audace et toujours de l'audace. Si ce n'est pas Danton, c'est Mirabeau. Enfin, qu'importe. Oui, mais je manque d'audace, voilà le hic. Oh! Si on savait, si on pouvait lire dans les âmes. Je parie qu'on passe tous les jours, sans s'en douter, à côté d'occasions magnifiques. Il lui suffirait d'un geste pourtant, pour m'indiquer qu'elle ne demande pas mieux. Alors, il supposa des combinaisons qui le conduisaient au triomphe. Il imaginait une entrée en rapport chevaleresque, des petits services qu'il lui rendait, une conversation vive, galante, finissait par une déclaration qui finissait par ce que tu penses. Mais ce qui lui manquait toujours, c'était le début, le prétexte. Et il attendait une circonstance heureuse, le cœur ravagé, l'esprit sans dessus-dessous. La nuit cependant s'écoulait, et la belle enfant dormait toujours, tandis que Morin méditait sa chute. Le jour parut, et bientôt le soleil lança son premier rayon, un long rayon clair venu du bout de l'horizon, sur le doux visage de la dormeuse. Elle s'éveilla, s'assit, regarda la campagne, regarda Morin et sourit. Elle sourit en femme heureuse, d'un air engageant et gai. Morin tressaillit. Pas de doute, c'était pour lui ce sourire-là, c'était bien une invitation discrète, le signal rêvé qu'il attendait. Il voulait dire ce sourire, « Êtes-vous bête, êtes-vous niais, êtes-vous jobard, d'être resté là comme un pieu sur votre siège depuis hier soir? Voyons, regardez-moi, ne suis-je pas charmante? Et vous demeurez comme ça toute une nuit, en tête-à-tête avec une jolie femme sans rien oser, grand sot. » Elle souriait toujours en le regardant, elle commençait même à rire,
Et il perdait la tête, cherchant un mot de circonstance, un compliment, quelque chose à dire, enfin n'importe quoi. Mais il ne trouvait rien, rien. Alors, saisi d'une audace de poltron, il pensa « Tant pis, je risque tout ». Et brusquement, sans crier gare, il s'avança, les mains tendues, les lèvres gourmandes, et la saisissant à plein bras, il l'embrassa. D'un bond, elle fut debout criant « Au secours !» hurlant d'épouvante. Et elle ouvrit la portière, elle agita ses bras dehors, folle de peur, essayant de sauter, tandis que Morin, éperdu, persuadé qu'elle allait se précipiter sur la voie, la retenait par sa jupe en bégayant « Madame, oh madame !» Le train ralentit sa marche, s'arrêta. 2 employés se précipitèrent aux signaux désespérés de la jeune femme qui tomba dans leurs bras en balbutiant « Cet homme a voulu me » et elle s'évanouit. On était en gare de Mauzé. Le gendarme présent arrêta Morin. Quand la victime de sa brutalité eut repris connaissance, elle fit sa déclaration. L'autorité verbalisa. Et le pauvre Mercier ne put regagner son domicile que le soir, sous le coup d'une poursuite judiciaire pour outrage aux bonnes mœurs dans un lieu public. 2. J'étais alors rédacteur en chef du Fanal des Charentes, et je voyais Morin chaque soir au Café du Commerce. Dès le lendemain de son aventure, il vint me trouver, ne sachant que faire. Je ne lui cachai pas mon opinion, tu n'es qu'un cochon. On ne se conduit pas comme ça. Il pleurait, sa femme l'avait battu, et il voyait son commerce ruiné, son nom dans la boue, déshonoré, ses amis, indignés, ne le saluant plus. Il finit par me faire pitié, et j'appelai mon collaborateur Rivet, un petit homme goguenard et de bons conseils, pour prendre ses avis. Il m'engagea à voir le procureur impérial, qui était de mes amis. Je renvoyai Morin chez lui, et je me rendis chez ce magistrat. J'appris que la femme outragée était une jeune fille, mademoiselle Henriette Bonnel, qui venait de prendre à Paris ses brevets d'institutrice, et qui, n'ayant plus ni père ni mère, passait ses vacances chez son oncle et sa tante, braves petits bourgeois de Mauzé. Ce qui rendait grave la situation de Morin, c'est que l'oncle avait porté plainte. Le ministère public consentait à laisser tomber l'affaire si cette plainte était retirée. Voilà ce qu'il fallait obtenir. Je retournai chez Morin. Je le trouvais dans son lit, malade d'émotion et de chagrin. Sa femme, une grande gaillarde osseuse et barbue, le maltraitait sans repos. Elle m'introduisit dans la chambre en me criant par la figure « Vous venez voir ce cochon de Morin ? Tenez, le voilà le coco. » Et elle se planta devant le lit, les poings sur les hanches. J'exposai la situation, et il me supplia d'aller trouver la famille. La mission était délicate, cependant je l'acceptais. Le pauvre diable ne cessait de répéter « Je t'assure que je ne l'ai pas même embrassé, non, pas même. Je te le jure. » Je répondis « C'est égal, tu n'es qu'un cochon. » Et je pris 1000 francs, qu'il m'abandonna pour les employer comme je le jugerais convenable. Mais comme je ne tenais pas à m'aventurer seul dans la maison des parents, je priai Rivet de m'accompagner. Il y consentit, à la condition qu'on partirait immédiatement, car il avait, le lendemain dans l'après-midi, une affaire urgente à La Rochelle. Et 2 heures plus tard, nous sonnions à la porte d'une jolie maison de campagne. Une belle jeune fille vint nous ouvrir. C'était elle, assurément. Je dis tout bas à Rivet, « Sacrebleu, je commence à comprendre Morin. » L'oncle, Monsieur Tonnelet, était justement un abonné du Fanal, un fervent coreligionnaire politique qui nous reçut à bras ouverts, nous félicita, nous congratula, nous serra les mains, enthousiasmé d'avoir chez lui les 2 rédacteurs de son journal. Rivet me souffla dans l'oreille « Je crois que nous pourrons arranger l'affaire de ce cochon de Morin. » La nièce s'était éloignée, et j'abordais la question délicate. J'agitais le spectre du scandale, je fis valoir la dépréciation inévitable que subirait la jeune personne après le bruit d'une pareille affaire, car on ne croirait jamais à un simple baiser. Le bonhomme semblait indécis, mais il ne pouvait rien décider sans sa femme qui ne rentrerait que tard dans la soirée. Tout à coup il poussa un cri de triomphe « Tenez, j'ai une idée excellente.
Je vous tiens, je vous garde. Vous allez dîner et coucher ici tous les deux, et quand ma femme sera revenue, j'espère que nous nous entendrons. Rivet résistait, mais le désir de tirer d'affaire ce cochon de Morin le décida, et nous acceptâmes l'invitation. L'oncle se leva, radieux, appela sa nièce, et nous proposa une promenade dans sa propriété en proclamant « À ce soir les affaires sérieuses ». Rivet et lui se mirent à parler politique. Quant à moi, je me trouvai bientôt à quelques pas en arrière, à côté de la jeune fille. Elle était vraiment charmante, charmante. Avec des précautions infinies, je commençai à lui parler de son aventure, pour tâcher de m'en faire une alliée. Mais elle ne parut pas confuse le moins du monde, elle m'écoutait de l'air d'une personne qui s'amuse beaucoup. Je lui disais « Songez donc, mademoiselle, à tous les ennuis que vous aurez. Il vous faudra comparaître devant le tribunal, affronter les regards malicieux, parler en face de tout ce monde, raconter publiquement cette triste scène du wagon. Voyons, entre nous, n'auriez-vous pas mieux fait de ne rien dire, de remettre à sa place ce polisson sans appeler les employés, et de changer simplement de voiture ?» Elle se mit à rire. « C'est vrai ce que vous dites, mais que voulez-vous ? J'ai eu peur, et quand on a peur on ne raisonne plus. Après avoir compris la situation, j'ai bien regretté mes cris, mais il était trop tard. Songez aussi que cet imbécile s'est jeté sur moi comme un furieux, sans prononcer un mot, avec une figure de fou. Je ne savais même pas ce qu'il me voulait. Elle me regardait en face, sans être troublée ou intimidée. Je me disais, mais c'est une gaillarde cette fille. Je comprends que ce cochon de Morin se soit trompé. Je repris en badinant, « Voyons mademoiselle, avouez qu'il était excusable, car enfin, on ne peut pas se trouver en face d'une aussi belle personne que vous sans éprouver le désir absolument légitime de l'embrasser. » Elle rit plus fort, toutes les dents au vent. « Entre le désir et l'action, monsieur, il y a place pour le respect. » La phrase était drôle, bien que peu claire. Je demandai brusquement, « Eh bien voyons, si je vous embrassais, moi, maintenant, qu'est-ce que vous feriez ?» Elle s'arrêta pour me considérer du haut en bas, puis elle dit tranquillement, « Oh vous, ce n'est pas la même chose. » Je le savais bien, parbleu, que ce n'était pas la même chose, puisqu'on m'appelait dans toute la province, le beau Labarbe. J'avais 30 ans alors, mais je demandais pourquoi ça. Elle haussa les épaules et répondit, « Tiens, parce que vous n'êtes pas aussi bête que lui. » Puis elle ajouta, en me regardant en dessous, « Ni aussi laid. » Avant qu'elle eût pu faire un mouvement pour m'éviter, je lui avais planté un bon baiser sur la joue. Elle sauta de côté, mais trop tard. Puis elle dit, « Eh bien vous n'êtes pas gêné non plus vous. Mais ne recommencez pas ce jeu-là. » Je pris un air humble et je dis à mi-voix, « Oh, mademoiselle, quant à moi, si j'ai un désir au cœur, c'est de passer devant un tribunal pour la même cause que Morin. » Elle demanda à son tour, « Pourquoi ça ?» Je la regardai au fond des yeux, sérieusement. « Parce que vous êtes une des plus belles créatures qui soient, parce que ce serait pour moi un brevet, un titre, une gloire, que d'avoir voulu vous violenter. Parce qu'on dirait après vous avoir vu, tiens, Labarbe n'a pas volé ce qui lui arrive, mais il a eu de la chance tout de même. » Elle se remit à rire de tout son cœur. « Êtes-vous drôle ?» Elle n'avait pas fini le mot drôle, que je la tenais à plein bras et je lui jetais des baisers voraces partout où je trouvais une place, dans les cheveux, sur le front, sur les yeux, sur la bouche parfois, sur les joues, par toute la tête, dont elle découvrait toujours malgré elle un coin pour garantir les autres. À la fin, elle se dégagea, rouge et blessée. « Vous êtes un grossier, monsieur, et vous me faites repentir de vous avoir écouté. » Je lui saisis la main un peu confus, balbutiant. « Pardon, pardon mademoiselle. Je vous ai blessé, j'ai été brutal. Ne m'en voulez pas. Si vous saviez. » Je cherchais vainement une excuse. Elle prononça, au bout d'un moment, « Je n'ai rien à savoir, monsieur. » Mais j'avais trouvé, je m'écriai, « Mademoiselle, voici un an que je vous aime. » Elle fut vraiment surprise, et releva les yeux. Je repris, « Oui, mademoiselle, écoutez-moi.
Je ne connais pas Morin, et je me moque bien de lui. Peu m'importe qu'il aille en prison, et devant les tribunaux. Je vous ai vu ici l'an passé, vous étiez là-bas, devant la grille. J'ai reçu une secousse en vous apercevant, et votre image ne m'a plus quitté. Croyez-moi, ou ne me croyez pas, peu m'importe. Je vous ai trouvé adorable, votre souvenir me possédait, j'ai voulu vous revoir, j'ai saisi le prétexte de cette bête de Morin, et me voici. Les circonstances m'ont fait passer les bornes, pardonnez-moi, je vous en supplie, pardonnez-moi. Elle guettait la vérité dans mon regard, prête à sourire de nouveau, et elle murmura, blagueur. Je levai la main, et d'un ton sincère, je crois même que j'étais sincère, je vous jure que je ne mens pas. Elle dit simplement, allons donc. Nous étions seuls, tout seuls, Rivet et l'oncle ayant disparu dans les allées tournantes, et je lui fis une vraie déclaration, longue, douce, en lui pressant et lui baisant les doigts. Elle écoutait cela comme une chose agréable et nouvelle, sans bien savoir ce qu'elle en devait croire. Je finissais par me sentir troublé, par penser ce que je disais, j'étais pâle, oppressé, frissonnant, et doucement je lui pris la taille. Je lui parlais tout bas, dans les petits cheveux frisés de l'oreille. Elle semblait morte, tant elle était rêveuse. Puis sa main rencontra la mienne et la serra, je pressai lentement sa taille d'une étreinte tremblante et toujours grandissante, elle ne remuait plus du tout, j'effleurai sa joue de ma bouche, et tout à coup mes lèvres sans chercher trouvèrent les siennes. Ce fut un long, long baiser, et il aurait encore duré longtemps si je n'avais entendu à quelques pas derrière moi. Elle s'enfuit à travers un massif. Je me retournai, et j'aperçus Rivet qui me rejoignait. Il se campa au milieu du chemin, et sans rire, eh bien. C'est comme ça que tu arranges l'affaire de ce cochon de Morin. Je répondis avec fatuité, on fait ce qu'on peut, mon cher. Et l'oncle ? Qu'en as-tu obtenu ? Moi, je réponds de la nièce. Rivet déclara, j'ai été moins heureux avec l'oncle. Et je lui pris le bras pour rentrer. 3. Le dîner acheva de me faire perdre la tête. J'étais à côté d'elle et ma main sans cesse rencontrait sa main sous la nappe, mon pied pressait son pied, nos regards se joignaient, se mêlaient. On fit ensuite un tour au clair de lune, et je lui murmurai dans l'âme toutes les tendresses qui me montaient du cœur. Je la tenais serrée contre moi, l'embrassant à tout moment, mouillant mes lèvres aux siennes. Devant nous, l'oncle et Rivet discutaient. Leurs ombres les suivaient gravement sur le sable des chemins. On rentra. Et bientôt l'employé du télégraphe apporta une dépêche de la tante annonçant qu'elle ne reviendrait que le lendemain matin, à 7 heures, par le premier train. L'oncle dit, « Eh bien Henriette, va montrer leur chambre à ces messieurs. » On serra la main du bonhomme, et on monta. Elle nous conduisit d'abord dans l'appartement de Rivet, et il me souffla dans l'oreille, « Pas de danger qu'elle nous ait menés chez toi d'abord. » Puis, elle me guida vers mon lit. Dès qu'elle fut seule avec moi, je la saisis de nouveau dans mes bras, tâchant d'affoler sa raison et de culbuter sa résistance. Mais quand elle se sentit tout près de défaillir, elle s'enfuit. Je me glissai entre mes draps, très contrarié, très agité, et très penaud, sachant bien que je ne dormirais guère, cherchant quelle maladresse j'avais pu commettre, quand on heurta doucement ma porte. Je demandai, « Qui est là ?» Une voix légère répondit, « Moi. » Je me vêtis à la hâte, j'ouvris, elle entra. « J'ai oublié, dit-elle, de vous demander ce que vous prenez le matin, du chocolat, du thé, ou du café. » Je l'avais enlacée impétueusement, la dévorant de caresses, bégayant, « Je prends, je prends, je prends », mais elle me glissa entre les bras, souffla ma lumière et disparut. Je restai seul, furieux, dans l'obscurité, cherchant des allumettes, n'en trouvant pas. J'en découvris enfin, et je sortis dans le corridor, à moitié fou, mon bougeoir à la main. Qu'allais-je faire ? Je ne raisonnais plus, je voulais la trouver, je la voulais. Et je fis quelques pas, sans réfléchir à rien. Puis je pensai brusquement, mais si j'entre chez l'oncle ? Que dirais-je ? Et je demeurai immobile, le cerveau vide, le cœur battant. Au bout de plusieurs secondes, la réponse me vint,
Parbleu, je dirais que je cherchais la chambre de Rivet pour lui parler d'une chose urgente. Et je me mis à inspecter les portes, m'efforçant de découvrir la sienne, à elle. Mais rien ne pouvait me guider. Au hasard, je pris une clé que je tournais. J'ouvris, j'entrai Henriette, assise. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.